Spartiate, bienvenue. On va parler de l'actualité du jour avec Nvidia. Ça fait la une là des actualités financières. Nvidia qui a atteint une capitalisation de 1000 milliards de dollars. Impressionnant, hein. Assez impressionnant. Vous allez voir, ces derniers jours, Nvidia a explosé. Donc on va regarder ça, on va faire un tour sur la macroéconomie, voilà, générale, la bourse et tout ça. Et on va passer ensuite, en seconde partie de vidéo, sur, bien sûr, les crypto-monnaies. Donc là, j'ai pas mal de choses. Vous le voyez, je pense, au nombre de pages que j'ai en haut. On en a à peu près pour 1 heure, hein. Peut-être un peu plus même. Ou voilà, dans cette zone-là. Donc accrochez-vous, en tout cas, pas mal d'informations. Et j'espère que ça va vous plaire, en tout cas. Donc Nvidia a atteint une capitalisation boursière de 1 milliard de dollars au début de la négociation de mardi. Donc les actions de Nvidia se négocient à environ 409 dollars. La société devait détenir plus de 404,86 dollars pour ouvrir à la valorisation de 1000 milliards. Donc, c'est impressionnant. On va voir ça. Je vais vous mettre aussi le site qui montre les capitalisations. C'est Infinite Market Cap pour vous situer Nvidia. Donc, vous voyez que là, Nvidia est dans le top 10, hein, en 8e position, voire en 7e si on exclut l'or ici, là. Donc, vous voyez que c'est une grosse performance, hein. On peut considérer maintenant Nvidia comme marchant à la même table, on va dire, que les GAFA. Donc, les entreprises technologiques, Google, Apple, Microsoft, tout ça. Donc, assez impressionnant. Et ça a explosé, hein. On peut dire que ça a explosé ces derniers jours, plus 30%. La dernière fois, c'est des, on va dire, des rendements qui sont dignes des cryptos, on va dire. Donc c'est assez impressionnant quand même, hein. Et tout ça, eh bien, c'est la hype de l'intelligence artificielle. Donc Nvidia, on va dire, est en plein dedans avec tout ce narratif par rapport aux semi-conducteurs qui vont alimenter l'intelligence artificielle. Et donc, Nvidia a vu juste et est bien positionné en tout cas pour dominer le futur. Donc, faut saluer en tout cas cette performance. Nvidia vient de dépasser les 1 trillion, donc 1000 milliards de capitalisation. C'est la 9e entreprise à réaliser un tel exploit, après des mastodontes comme Apple, Microsoft, Alphabet et Amazon. Donc, le narratif de l'IA est en train de tout balayer sur son passage. Bulle en vue, sûrement. Donc, je suis pas sûr qu'on est déjà à une bulle. Il y a quand même, on reste sur des niveaux où, bon, les bourses, c'est vrai que le Nasdaq a pas mal performé, mais quand même, je pense que quand la Fed va recommencer à baisser ses taux d'intérêt et va commencer à imprimer à fond de l'argent, je pense que ça va alimenter encore. Les investisseurs vont certainement parier encore sur l'IA et ça devrait amener des capitalisations encore plus hautes que ce qu'elles ne sont déjà. Donc, c'est déjà pas mal, mais je pense que ça peut aller encore plus haut. Maintenant, quand on va le voir, Nvidia ici, là, c'est quand même à des niveaux, là, quand vous regardez le chart, qui sont déjà très élevés. Donc, sur Nvidia, oui, il y aurait bulle. Donc, les investisseurs qui parieraient sur Nvidia, là, je leur dirais de se calmer un peu et d'attendre d'autres moments, peut-être maintenant. C'est trop tard sur Nvidia. Et sur la plupart, pas mal d'actions qui sont liées peut-être à l'intelligence artificielle ou technologique, il faudrait peut-être attendre une correction là. Et ou la capitulation finale qu'on attend tous par rapport au marché là. Donc il faudrait au moins attendre ça là, à voir. Donc ça, c'était la grosse actualité du jour. On va avoir aussi tout à l'heure, je vais vous montrer Ripple. Ripple aussi qui est en feu, on va dire, côté crypto. Donc ça, en deuxième partie de vidéo, on verra sur les cryptos. Donc le projet de loi sur le plafond de la dette fait face à un chemin difficile à la Chambre, alors que l'opposition du GOP grandit. Donc il y a eu un accord par rapport au plafond de la dette. L'accord entre les républicains et le démocrate Joe Biden et Kevin McCarthy, le président de la Chambre de... Voilà. Et donc, ils ont trouvé un accord, mais il y a une opposition qui
qui ne l'entend pas de cette oreille, on va le dire. On va le dire comme ça. Et donc, il y a plusieurs opposants, enfin des républicains surtout, qui demandent à McCarthy d'annuler cet accord, tout ça. Donc là, ça pose problème. Et donc là, les marchés ont corrigé par rapport à ça. Donc on verra si... Bon là, je trouve pas trop l'information, mais on va aller plus précisément. On reviendra sur ça après. J'avais normalement... Alors, je sais plus où j'ai mis cette nouvelle. Allez, je vais quand même aller la chercher. Enfin, bon, je l'avais quelque part. Je sais plus c'est quelle personne qui disait ça là. C'est un membre des Républicains, voilà, c'est ici. Je pensais que j'avais mis l'info, mais ici, on a le représentant républicain, donc Roy, je sais pas, son nom de famille, c'est Roy, dit que McCarthy devrait retirer la loi sur le plafond de la dette. Donc les Républicains sont un peu en désaccord avec l'accord qui a été proposé, qui a été conclu là. Justement, c'était les Républicains qui avaient obtenu gain de cause, on va dire. McCarthy qui avait obtenu gain de cause, mais il semblerait que les autres Républicains, les autres membres républicains ne soient pas d'accord avec cet accord. Bon, bah écoutez, on va voir. Mais apparemment, on se dirige sur des bras de fer, tout ça. Donc il va falloir faire attention. Donc on verra ça. Vous allez voir tout à l'heure que tout de suite là que les marchés sont un peu dans le rouge là à cause de ces événements là. Donc en parlant d'actions, les actions de Tesla augmentent alors qu'Elon Musk rencontre le premier ministre chinois des affaires étrangères. Donc Musk s'est rendu directement au jet privé en Chine pour parler au ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'est pas mal. Voilà, il a plein d'idées. Et on a vu que Tesla a bien monté en bourse. Hein, plus 4% aujourd'hui. Donc l'action a bien performé. Et c'est dû aux négociations qu'Elon Musk mène en Chine, justement. La visite d'Elon Musk en Chine a boosté l'action Tesla. Ou va booster. Mais en tout cas, elle l'a déjà boosté. Et justement... Elon Musk est ouvert à une expansion en Chine. Donc, rapporte Pékin. Donc, pour ce qui concerne Tesla, vous savez que les marchés sont un peu dans la fébrilité par rapport à la hausse des taux, l'inflation et aussi un peu le plafond de la dette, là, les négociations. Donc, les marchés ne sont pas prompts, on va dire, à exploser et partir en rallye. Et avec les taux qui sont élevés, ça va empêcher les particuliers de faire des crédits, surtout les particuliers américains, tout ça. Mais sous peu, là, je dirais qu'il faudrait accumuler Tesla parce que ça devrait pas tarder à repartir. Pour ce qui est des taux et de l'inflation, on n'est plus très loin à ce que la Fed arrête d'augmenter les taux et même les baisse et recommence sa planche à billets. Donc, il faut se positionner avant que ça arrive. Donc, pour le moment, ça ne va pas arriver tout de suite, aujourd'hui ou dans 2 semaines ou dans un mois, mais d'ici la fin de l'été, peut-être, ça pourrait exploser. Et en Chine, justement, la Chine, elle, a déjà, depuis longtemps, a une inflation à 2% et a déjà recommencé la planche à billets. Et justement, la Chine, elle est sur un autre rythme. Par contre, la Chine, on va le voir tout de suite, déçoit par rapport à sa reprise. Comme ils ont un coup d'avance par rapport à l'augmentation des taux, pour freiner l'inflation, tout ça, eux, ils ont déjà retrouvé leur inflation de 2%. Ils ont déjà recommencé la planche à billets. Donc, en Chine, on devrait déjà avoir une reprise économique et des marchés qui seraient en train d'exploser, mais ce n'est pas encore le cas. Et justement, ça a été décevant. Mais attention, hein, ça pourrait partir à tout moment et l'action Tesla, elle, pourrait repartir. Donc, on va voir ça. Donc, en tout cas, en Chine, justement, le chômage des jeunes en Chine a atteint un niveau record, aggravant ses cicatrices économiques. Donc, il y a un chômage de masse en Chine, surprenant, je ne pensais pas. Bon, faut faire avec, mais en tout cas, c'est peut-être ça qui plombe un peu aussi la reprise économique qu'on attend en Chine, là. Pour le moment, elle ne vient pas. Et le rebond décevant de la Chine pourrait apporter plus de relance. Donc, peut-être que ça va être un mal pour un bien. Donc, le fait que la Chine n'arrive pas trop à se relancer va pousser la banque centrale en Chine, les banques centrales
ou centraux, enfin les banques centraux en Chine, à aller plus fort sur l'impression monétaire. Donc à sortir la planche à billets pour stimuler l'économie chinoise. Donc voilà, hein, les banques centrales ont ce pouvoir-là. Et peut-être que c'est ça qui va, la planche à billets, qui va alimenter et qui va vraiment faire exploser là, les actions en bourse chinoises, même les cryptos qui sont liés à la Chine. Vous savez, UOB, OKX, BitTensor, Conflux Network. Voilà, ces cryptos chinoises là, qui à travers Hong Kong là, risquent d'exploser là. Ce narratif, il faut le retenir. Et Tesla aussi pourrait profiter de l'engouement là, parce que là, en Chine, ça va repartir avant les États-Unis. Pour le moment, on ne considère pas trop encore la Chine, l'Asie, économiquement, financièrement, ça reste encore en dessous des États-Unis. C'est les États-Unis qui lead, mais sous peu là, petit à petit, ça va commencer à changer. La Chine va prendre les devants bientôt, donc elle est déjà, on scrute déjà la Chine, mais c'est pas encore, c'est vraiment, pour le moment, c'est les États-Unis qui sont devant. Et c'est quand ça se passera bien aux États-Unis que les marchés vont repartir. Mais il ne faut pas négliger ce que la Chine fait. Parce que bientôt, c'est la Chine qui va leader le marché. Quand les BRICS se seront occupés du cas du dollar et des États-Unis, ça sera la Chine qui prendra position, on va dire. Dans le reste des actualités, donc la Chine lance une mission avec équipage vers sa station spatiale et prévoit un alunissage avant 2030. Donc, faut juste retenir de ça que voilà, les Chinois avec leur équipage là vont être les premiers à envoyer une équipe dans l'espace apparemment. Donc un responsable de la CIA a déclaré que la Chine avait pour objectif de lancer une mission avec équipage sur la Lune d'ici 2030, selon les missions d'État. Donc la Chine a lancé mardi son vaisseau spatial Chengdu 16 avec un équipage de 3 astronautes, a déclaré l'agence spatiale, qualifiant le lancement de succès complet. Donc apparemment ça s'est bien passé et tout. L'équipage effectuera des expériences scientifiques et assurera la maintenance des équipements de la station spatiale. Donc vous voyez que la Chine, comme je vous le répète depuis plusieurs vidéos, est sur tous les fronts, mais même sur le front spatial. Hein, vous voyez. Donc là, la Chine va dominer dans tous les secteurs possibles. Donc le lancement de mardi marque la 5e mission en équipage de la Chine vers sa station spatiale, depuis qu'elle a envoyé des astronautes pour la première fois en 2021. Donc je me suis trompé. J'avais lu quelque part que c'était peut-être la première fois qu'ils envoyaient, c'était un exploit, tout ça, mais peut-être que je me suis trompé. Donc ces dernières années, la Chine a intensifié ses efforts dans l'exploration et la recherche spatiale. Un responsable de la CMSA a déclaré que la Chine avait pour objectif de lancer une mission avec équipage sur la Lune d'ici 2030. Bon, en tout cas, la Chine, même dans ce secteur-là, voilà, est dominant. Incroyable. À côté d'elle, la Corée du Nord, mais elle, c'est dans son combat un peu contre les États-Unis. La Corée du Nord annonce qu'elle lancera son tout premier satellite d'espionnage militaire pour surveiller les exercices américains. Donc vous savez que la Corée du Nord, voilà, lance régulièrement des exercices, des missiles. En fait, c'est un moyen pour eux de sortir les muscles, on va dire, sortir les gros bras ou gonfler leur pec, on va dire, pour montrer aux États-Unis que voilà, ils sont prêts à se défendre. Les États-Unis, la Corée, le Japon, les ennemis, voilà, leurs ennemis, on va dire. Et donc là, ils sont parés pour lancer leur premier satellite d'espionnage, pour surveiller tout exercice militaire américain, tout ça là. Voilà, la Corée du Nord, c'est pas la première fois, ça fait des années qu'ils se défendent. Voilà, en tout cas, on reste en Asie, les applications chinoises. Donc encore la Chine reste extrêmement populaire aux États-Unis, malgré des efforts pour interdire TikTok. Donc TikTok qui subit des répressions, hein, et qui a même été banni là, de certains États. Mais voilà, malgré ça, il n'y a pas mieux que TikTok à ce jour. En tout cas, c'est la nouvelle mode. C'est des vidéos short, courts. Et TikTok est le pionnier dans ça. Les autres ont essayé. Facebook essaye avec ses Reels, Snapchat aussi. Mais le grand gagnant dans ce domaine, c'est TikTok. Hein. Et je le vois. Hein. Je vois avec mes neveux, voilà, ou des choses comme ça, voilà, ils sont à fond plutôt sur TikTok que sur les autres. Parce que c'est des petites vidéos qui prennent rapidement.
rapidement, vous prenez dedans. Et en fait, voilà, TikTok va dominer. Et là, TikTok qui, un temps faisait tout pour s'exclure de la Chine. Parce que c'est aux États-Unis que ça se passe. C'est là-bas qu'il y a de la croissance, qu'il y a de la liquidité, tout ça. Mais au vu comment, à mon avis, là, la Chine est en train de prendre sa place, sa position de leader, et en train de vraiment prendre la place des États-Unis, il se pourrait que TikTok retrouve sa fierté d'être une entreprise chinoise. Tout comme même en crypto, les Tron, UOB, ils avaient tous quitté la Chine. Parce que la Chine avait interdit les cryptos, tout ça. Mais maintenant, ils sont tous en train de revenir à Hong Kong, tout ça. Là, à mon avis, TikTok, au vu comment la Chine va dominer, TikTok, je pense, va se faire un plaisir de revenir et de revenir sur le marché asiatique et chinois et de même revendiquer ses origines chinoises, tout ça, je pense. Donc, on verra en tout cas. Et la Chine, elle, qui va s'occuper des États-Unis. Là, ici, on a le président Lula. Voilà, qui a déclaré le président Lula, je rêve d'une monnaie commerciale autre que le dollar. Donc, en tout cas, ces présidents, de toute façon, voilà, on a même eu Maduro, le président vénézuélien hier, qui a déclaré que si les BRICS lui proposaient d'intégrer l'alliance, donc l'alliance là, des BRICS, là, Chine, Russie, Afrique du Sud et tout ça, bah, il accepterait. Donc même le Venezuela. Donc vous voyez qu'en Amérique latine, il commence à y avoir plusieurs pays qui veulent... voilà, il n'y a pas qu'en Amérique latine. Même des pays africains, l'Algérie, tout ça. Vous avez l'Arabie Saoudite. Voilà, plein de pays souhaitent rejoindre les BRICS et se dédollariser. Donc la marche est engagée et voilà. Et tous, la plupart, ils se tournent vers le yuan et vers la Chine. Vous voyez, pour les négociations, la Chine est très présente en Afrique, assez présente en Amérique latine. Voilà, à des partenaires solides comme la Russie, tout ça. Donc la Chine, vraiment, je vous parle de plus en plus de la Chine, mais vraiment, le basculement est en train de se faire. C'est vraiment concret, vous voyez. Donc, ensuite... Justement, les États-Unis, on attend par rapport au plafond de la dette, là. Donc, on va se concentrer maintenant sur les États-Unis. D'habitude, même, je commence par les États-Unis. Mais là, voilà, au vu des nouvelles par rapport à Elon Musk et la Chine, j'ai commencé par la Chine surtout, là. Mais voilà, les indices aujourd'hui qui tombent. Le Dow Jones, ils disent le Dow qui tombe. Le Dow, c'est un des 3 indices américains. Le plus ancien, même, c'est le plus ancien des indices. Qui reflète 30 valeurs assez anciennes aux États-Unis. Et là, voilà, le Dow Jones et même vous allez voir les actions européennes qui sont tous dans la chute parce que voilà, on a certains républicains qui veulent mettre leur veto par rapport à l'accord sur le plafond de la dette. Donc attention, danger quand même. Tant qu'on n'a pas l'accord final, tant que c'est pas validé par le Congrès, adopté par le Congrès, restons sur nos gardes. Restons sur nos gardes parce que ça pourrait mal se passer au final. Donc attention. Et ça pourrait secouer l'économie mondiale. Donc on va... Voilà, ça devrait être adopté. Donc pas de souci, mais faites attention quand même. Voilà, je l'avais mis ici plus tôt. Donc voilà, le représentant républicain, voilà, Roy dit que McCarthy devrait retirer justement la loi sur le plafond de la dette. Donc... On a des républicains qui s'opposent, il va falloir faire attention. Maintenant, concernant les marchés, vraiment aux États-Unis, bon, on a toujours ce problème, c'est l'inflation qui persiste, qui est forte, qui est collante, on va dire, et avec les taux qui sont déjà très élevés. Et donc, là, on a Nouriel Roubini, un célèbre économiste. Bon, lui, je ne sais pas s'il cherche à faire le buzz, mais il est tout souvent avec des scénarios assez pessimistes, assez voilà, catacycliques, on va dire. Catacyclisme. En fait, il fait souvent peur avec ses prévisions. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il cherche à faire le buzz. Mais bon, il est très écouté et vous voyez qu'il fait la une de Investing. Donc voilà, lui, il parle d'une guerre froide. Pour le coup, ça, il n'aurait pas tort. Parce qu'au vu comment les États-Unis sont en difficulté, même par rapport à leur dollar, les choses comme ça, ce serait pas étonnant qu'ils lancent une guerre. Donc, je sais pas. Pour une guerre froide,
Ça, je dirais que ça à étudier, possible. Je ne serais pas étonné que les États-Unis provoquent la Russie jusqu'à une guerre ou la Chine par rapport à Taïwan jusqu'à une guerre. Voilà, c'est leur but. Ils ont toujours adopté cette stratégie pour affaiblir leurs concurrents. Et un effondrement violent, bah déjà s'il y a une guerre, il y aura l'effondrement, mais même plafond de la dette ou à force d'augmenter les taux d'intérêt aussi, il pourrait y avoir un effondrement. Donc il faut dire aussi que lui, bon, il est toujours alarmiste, mais il faut dire que sur ses prévisions, il se pourrait qu'il ait raison. C'est assez incroyable de dire ça, mais ça reste une possibilité. Donc prudence sur les marchés, hein. À tout investisseur, je dirais que on n'est pas loin là. Et je vais vous montrer, hein, surtout sur les cryptos. Et pourtant, je cherche des charts pessimistes, hein, des charts techniques qui montreraient que on sombrerait, des choses comme ça. J'en vois aucun. Donc, on est, en tout cas, sur les cryptos et même sur les actions en bourse, on est déjà à des niveaux assez élevés, alimentés par l'intelligence artificielle, tout ça. Mais sur les cryptos aussi, on est au bord, ça se voit, d'une explosion. On peut remarquer ça. Mais pour ce qui concerne les marchés et la macroéconomie, c'est pas du tout ce scénario-là. On est assez pessimiste. Et on est sur un fil même, sur les marchés, enfin, sur la politique monétaire américaine, enfin, sur l'inflation, le plafond de la dette. On sent qu'à tout moment, ça peut faire sombrer les marchés. Vous voyez? Donc à voir, hein. Mohamed El Erian, un autre économiste très respecté qui s'en prend à la Fed pour son retard dans la lutte contre l'inflation. Donc lui, voilà, il critique juste, il dit que la Fed a mis trop de temps avant d'agir. Donc maintenant, pour lui, c'est à cause de la Fed qu'on en est là, tout ça. Le Fonds monétaire international qui met en garde contre d'autres hausses de taux d'intérêt et appelle à des augmentations d'impôts plutôt. Donc voilà, le Fonds monétaire international veut que la Fed arrête d'augmenter les taux parce que ça pourrait se faire s'effondrer les banques. Et voilà, ça pourrait être catastrophique pour la finance mondiale. Et eux, ils appellent à une augmentation d'impôts. Ça, bien sûr, ça va arriver, hein. Donc voilà, en France aussi, les impôts augmentent. Voilà, parce que c'est les politiques qui sont en place augmentent la dette. Au lieu de freiner tout ça et d'accepter un défaut de paiement et repartir sur de nouvelles bases, ils continuent à augmenter le plafond de la dette et ils continuent à imprimer. Et la dette augmente. Et ça, c'est juste la classe moyenne, hein, qui va prendre cher par rapport à tout ça dans un second temps. Parce que les impôts, avec toute cette dette abyssale, c'est les impôts qui vont augmenter. Ou des taxes, où ils vont trouver d'autres choses. Ils vont taxer à gauche, à droite. Là, ça va être bientôt sur les propriétaires de ceux qui possèdent des maisons. Voilà, un peu partout. Et ça, c'est la classe moyenne qui prend. C'est pas les riches, hein. Les riches, eux, ont compris comment ça fonctionne. Ou les riches, quand je dis riches, c'est peut-être les investisseurs, des choses comme ça. Et eux, voilà, ils laissent pas leur argent en banque qui va se faire bouffer par l'inflation. Voilà, ils prennent la mesure. Ils connaissent le cycle des marchés. Et quand les marchés sont baissiers, voilà, ils sont exclus des marchés et ils attendent des opportunités en bas. Voilà, donc les riches, les investisseurs et toute la bande là, eux ne seront pas impactés par tout ça. Et voilà. Après, voilà, certains économistes, là, c'est Natixis, disent que l'inflation va chuter beaucoup plus vite, enfin beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en Europe. Pour le coup, je pense que oui, parce que les États-Unis ont un train d'avance de quelques trimestres, quelques mois sur l'Europe. Et donc oui, naturellement, oui, les États-Unis ont quelques mois d'avance par rapport à l'Europe, et donc ça, voilà. Il faut pas être un génie pour deviner ça. Voilà, par rapport à tout ça. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de peur, hein, et c'est de la peur légitime, hein. Le plafond de la dette, il y a eu l'accord, mais les républicains veulent mettre et certains républicains veulent mettre leur veto. Donc côté plafond de la dette, ça peut bloquer. Et côté taux d'intérêt pour freiner l'inflation, voilà, on appelle à des baisses, on est sur la prudence, mais à tout moment, ça peut s'effondrer. Vous voyez? Donc, à voir. En tout cas, pour la macroéconomie, là, c'est pas très bon. Ici, Cathy Wood explique comment ChatGPT pourrait détruire Google, Amazon ou Apple. Bon, je sais pas si ça va les détruire parce que ChatGPT, on a compris, c'est la nouvelle révolution, c'est l'intelligence artificielle, mais Google a déjà l'équivalent de ChatGPT avec Bard IA, et donc Google possède même des logiciels, enfin des choses internes comme je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est Lazaya ou Lambda.
Lambda, là, où je sais plus. Mais ils possèdent des choses d'intelligence artificielle qui sont très évoluées. Et je pense pas que... Voilà. C'est plutôt, pour moi, la blockchain qui va détruire Google, Amazon et Apple. Peut-être pas Amazon et Apple. Parce que Amazon et Apple, eux, ils vendent des produits. Alors que Google, eux, on va pouvoir s'en passer dans un second temps. La blockchain va pouvoir... numériquement, on va dire remplacer Google. Par contre, Amazon et Apple, je pense que Apple va plus se restructurer, va rester sur la vente de produits. Plus tard, plutôt de lunettes de réalité augmentée, virtuelle pour le métaverse dans le futur, tout ça. Après, Apple va peut-être s'orienter aussi, peut-être à devenir peut-être plus une banque, voilà, avec leur taux d'épargne là, 4,5%. Voilà. Et Amazon, on aura toujours besoin d'Amazon. La livraison, enfin, acheter des produits du quotidien. Donc Amazon, je pense pas trop, même si Amazon va peut-être s'appuyer après sur la blockchain, ou, voilà, comme VeChain ou comme Morpheus Network, pour le traitement et suivre la traçabilité des colis, des choses comme ça. Mais bon, en tout cas, je pense pas que c'est ChatGPT qui va détruire, parce que les concurrents Google, Apple et tout ça vont tous sortir l'équivalent. Et je pense que ça va se partager. Donc je suis pas hyper d'accord avec Cathy Wood. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Mais je pense que ChatGPT va être dominant, mais aura des concurrents et ils vont se diviser. Par contre, voilà, l'IA pour moi va se construire à travers la blockchain. Donc moi, voilà, des projets comme BitTensor, voilà, qui vous proposent de miner et d'obtenir voilà, de miner et de créer du hash rate, de la puissance de calcul pour offrir de l'intelligence artificielle et devenir et construire une plaque, une marketplace d'IA là. Ça, je pense que ça, c'est des projets d'avenir. Aussi SingularityNet, tout ça là, tous ces projets là, pour moi, c'est l'avenir. Et l'intelligence artificielle sera construite sur la blockchain pour moi. Donc on verra, ou à travers la blockchain. Donc aussi sur la bourse, parce que moi c'est plutôt, enfin nous plutôt, on a une chaîne crypto, vous voyez. Donc quand je dis nous, bon, c'est moi et les légionnaires et toute notre communauté. Hein. Donc nous c'est la crypto ici. La bourse pour moi c'est le Web 2 et c'est l'ancien monde. Quoique, à pas négliger la bourse. Hein. Il y a des entreprises qui sont en bourse, qui ont tout à gagner et qui ont une croissance phénoménale, hein. Même les plus grosses. Hein. Tesla, tout cela. Voilà. Et les actions en bourse, tant qu'il y a des consommateurs, les actions en bourse vont continuer à performer. Vous voyez, tout le monde consommera du Netflix, commanderont un Uber, achèteront des Big Mac au McDo. Voilà. Donc ça va continuer. On louera des apparts sur Airbnb. Donc les actions qui sont en bourse vont toujours progresser. Mais c'est pas là où la liquidité, la liquidité va progressivement aller plutôt sur les nouvelles choses, l'intelligence artificielle et la blockchain, les cryptos. Donc moi, la bourse et les dividendes, je préférerais remplacer ça par les cryptos et le stacking ou le lending, comme vous voulez, pour même obtenir des revenus passifs. Maintenant, la bourse, c'est très bien. Et pour les bons pères de famille ou pour les grosses baleines, là, les millionnaires ou les choses comme ça, voilà. Après, pour les plus petits portefeuilles, je recommanderais plutôt la crypto. Vous voyez ? Mais là, on va simplement observer voilà, les charts. Et qu'est-ce qu'on peut voir ? Bah, parce que là c'est Dividend King. C'est un spécialiste là, des dividendes. Et il nous a mis un chart intéressant qui nous montre que bah, c'est les actions à dividendes croissants. Parce que vous savez, il y a des entreprises qui proposent des dividendes, mais des fois, ils les arrêtent. Des fois, ça stagne. Mais si vous achetez des actions d'entreprise qui ont des dividendes qui croissent d'année en année, parce qu'il y a des entreprises qui proposent des dividendes, mais qui les augmentent même chaque année. Bah, regardez les retours. C'est-à-dire que les actions qui ont des dividendes croissants sont plus performantes que le reste, que les actions à dividendes normales ou que les actions qui ne modifient pas le montant de leurs dividendes. Voilà. Mais ensuite, regardez, les actions sans dividendes, regardez, bah, vous n'avez rien. Et les actions qui ont coupé leurs dividendes, encore pire. On les voit même pas. Donc, en tout cas, ils sont en bas là. Donc, vous voyez que privilégiez, si vous voulez, si vous visez les actions à dividendes et que vous aimez recevoir des dividendes, privilégiez plutôt les actions les entreprises qui
augmentent leurs dividendes, qui ont des dividendes croissants, qui chaque année versent plus de dividendes que l'année précédente. Vous voyez? Ça fait la différence sur le très long terme, ça fait la différence. Après, comme je le répète, pour moi, on arrive à la fin du cycle des marchés boursiers. Ça va encore durer, pour moi, aller encore 10 ans, peut-être 15 ans. Mais petit à petit, l'économie, quand la crypto va être bien adoptée, petit à petit, la liquidité va entièrement aller sur les cryptos. On va être complètement en mode numérisé. Et les actions en bourse, enfin, petit à petit, même les entreprises qui occupent la bourse, elles vont de plus en plus investir et passer leur liquidité ou leurs milliards sur des acteurs du Web3, des choses comme ça. Donc pour moi, encore peut-être 10 ans à tirer pour la bourse, ou peut-être un peu plus, mais ceux qui partent sur une stratégie à dividende aujourd'hui, vous pourrez le regretter dans quelques années, là, dans 10-15 ans pour moi. J'essaie de voir à long terme. Hein. Peut-être que je me trompe et que la bourse aura 20 ans encore ou même plus, c'est possible aussi, mais au vu comment on bascule vite là, pour moi on va rapidement dans les 5 ans, là, 5 à 10 ans, vraiment adopter le Web3 et les cryptos, et voilà. Et je pense qu'on va totalement exclure et on va oublier un peu, on va changer parce que déjà je sens qu'il va y avoir un cataclysme sur les marchés boursiers qui va faire que je crois qu'un effondrement total et qui va faire qu'on va comme passer le relais à la blockchain. Il va se passer un truc comme ça pour moi, ou voilà, je sais pas, mais en tout cas l'avenir c'est le Web3 et la blockchain et l'intelligence artificielle, et ça on le retrouvera exclusivement sur la blockchain et donc tokenisé, enfin avec la blockchain, avec le Web3 en fait. Voilà par rapport à ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Donc on est déjà à une demi-heure de live. Hein. Je pense qu'on arrive à la moitié là. On est à la moitié. Je vais finir par les marchés européens et passer sur les cryptos. Donc les marchés européens clôturent en baisse aussi. Hein. Alors que les législateurs américains se préparent au vote sur le plafond de la dette. Le prix du pétrole en baisse de 3%. Donc même le pétrole baisse. L'inflation baisse hein, globalement partout. Voilà. Mais les marchés européens sont dans le rouge à cause du possible blocage de l'accord sur le plafond de la dette. Donc vous voyez qu'il y a une forte inquiétude hein, par rapport à ça. Donc attention. Donc le CAC 40 recule alors que l'optimisme sur la dette US se tempère. Donc on avait un optimisme, on était optimiste par rapport à l'accord sur la dette, mais ça se tempère un peu parce qu'il y a certains blocages. On n'espère pas que ça va être bloqué parce que là on est déjà le 30 mai. Bon, ils ont repoussé, c'était au 1er juin la date limite. Maintenant, Janet Yellen a repoussé ça au 5 juin, mais on est à moins d'une semaine hein, du 5 juin. Donc il ferait mieux d'être d'accord parce que sinon ça peut faire s'effondrer et peut-être que c'est ce qu'ils cherchent hein. Attention, donc prudence hein. Vraiment prudence, prenez pas de risques. Après bon, on va aller sur les cryptos là qui veulent jouer le narratif chinois parce que Hong Kong là demain ou après-demain plutôt le 1er juin va ouvrir le trading ou enfin les négociations sur les cryptos et ça pourrait alimenter le monde de la crypto. On va voir comment les marchés vont se comporter, mais les cryptos asiatiques là ou chinoises comme Conflux ou comme Huobi là pourraient en profiter là. Donc on va aller de toute façon sur les cryptos là. Juste en Europe, on va passer le Royaume-Uni et la Turquie là. Donc l'inflation alimentaire au Royaume-Uni atteint un record depuis 18 ans. Le problème de l'inflation est tel que la Banque d'Angleterre n'aura d'autre choix que de continuer à relever les taux. Vous voyez que l'inflation est record encore au Royaume-Uni, hein, malgré toutes ces hausses de taux, et ils ne vont pas avoir le choix que de continuer à augmenter les taux. Donc l'Europe, elle, est encore plus sur un fil. Et quand je dis l'Europe, le Royaume-Uni est en dehors de l'Europe, mais je la considère, en fait, sont à peu près sur les mêmes niveaux d'inflation et sur les mêmes stratégies de hausse des taux. Et en fait, voilà, ils sont vraiment sur un fil. En plus, avec tout ce qui se passe, la guerre en Ukraine, enfin, la pression sur les matières premières, tout ça, vraiment, l'Europe, ils vont recommencer leur quoi qu'il en coûte et imprimer à foison une fois que, voilà, ils auront maîtrisé l'inflation. Mais vraiment, ils sont sur un fil. Hein. L'euro, normalement, ça doit imploser. Mais ils vont le soutenir en imprimant à coups de milliards pour soutenir l'euro, là. Donc, la livre turque, elle, continue de glisser hein, vers de nouveaux records après la victoire électorale d'Erdogan. Donc, en tout cas, la victoire d'Erdogan n'a pas affaibli la devise turque.
Et donc la lira turque, elle, s'effondre. La livre turque a chuté de nouveau à de nouveaux plus bas historiques mardi, prolongeant sa glissade. Donc la devise s'est changée pour la dernière fois à 20h15 contre le billet vert. Auparavant, il avait touché 20,02 pour 1 dollar. Donc vous voyez que, bon déjà, vous voyez que c'est comparé par rapport au dollar. Parce que les Américains, eux, pour contrôler le monde, ils ont fait les accords de Bretton Woods pour, en fait, que toutes les devises soient cotées face au dollar. Donc en fait, c'est le monde contre le dollar. Toutes les devises du monde. Et c'est pour ça que le dollar est autant dominant. C'est l'actif le plus liquide, c'est l'actif qui est au centre. Mais ça va changer aussi. Bientôt, peut-être que tout sera coté même face au yuan ou qu'il y aura d'autres paires qui vont s'installer pour éviter la puissance du dollar, on va dire. Et là, en tout cas, la lira qui tombe, hein, tombe complètement. Et donc, les réserves de devises de la Turquie deviennent négatives hein, aussi. Donc, poussant la livre turque à un peu plus près du précipice. Donc, en fait, c'est les réserves. Regardez les réserves, comment elles se sont effondrées, là. C'est incroyable. Donc, les réserves de devises de la Turquie deviennent négatives. Hein, c'est fou. Regardez la courbe. C'est impressionnant. Donc, on est en négatif, apparemment. Donc, 3 milliards de dollars, c'est le niveau plus bas depuis... c'est le niveau le plus bas depuis février 2002. Donc, et c'est sans compter sur les 33,5 milliards de swaps en cours. Ça veut dire quoi? Que la Turquie n'a plus de dollars ou d'autres devises pour payer ses importations. Et qu'elle va payer en livres turques qu'elle imprime selon ses besoins. Conséquence, la livre turque va s'effondrer un peu plus selon Morgan Stanley. C'est vrai, parce que vu qu'ils n'ont plus de dollars pour payer leur importation, tout ça, parce qu'ils payent en dollars. Hein. Donc, vous voyez la maîtrise américaine sur même la Turquie. Donc voilà, là ils ont plus de dollars. J'ai envie de dire tant mieux. Comme ça, voilà. Mais bah, ça veut dire que bah, pour le moment, ils sont obligés de pallier ça en imprimant de la lira turque. Et comme ils impriment, ça crée plus de livres turcs en circulation. Et comme il y en a plus en circulation, ça veut dire que comment dire, la livre turque devient de plus en plus... Enfin, elle se... Comment dire? En fait, l'offre, au lieu de se raréfier, augmente. Et comme il y a plus d'offres, plus de lire, en fait, ça fait que... voilà, bah, comme il y en a plus en circulation, bah, la livre turque perd de sa valeur. Je me suis un peu perdu, excusez-moi. Mais voilà, au lieu de se raréfier... elle augmente et comme il y en a plus en circulation, bon bah ça se dévalue vu qu'il y en a plus en circulation, bah voilà. La lira turque perd de sa valeur comme il y en a encore plus en circulation au lieu qu'elle se raréfie. Et c'est là où on a par exemple en parallèle la force du Bitcoin. La force du Bitcoin, voilà, il n'y en aura à jamais que 21 millions alors que les autres se dévaluent. Le dollar, la lira turque. En fait, on en crée de plus en plus. C'est ça qui crée de plus en plus d'inflation. C'est ça qui fait que, à force, les économies s'effondrent. À force qu'ils sont croulés sous plus de devises, toujours plus là. Donc, bon. On verra si Erdogan pourra régler ça. On passe sur les marchés, enfin sur les cryptos, enfin. Vous voyez que XRP ici, à 7,4%, montre la voie aux cryptos. Et XRP... voilà, qui est très performant. Voilà, parce que XRP n'est peut-être pas très loin de gagner contre la SEC. Ils disent que c'est peut-être sous un mois. Bon, ça fait des années qu'on attend là. Plusieurs mois, en tout cas, plusieurs mois. Et voilà. Mais en tout cas, le Bitcoin, lui, devient de plus en plus fort là. Donc, on était resté longtemps aux alentours des 26 400. Là, on a clairement... performé et on est remonté proche de 28 000. Hein. Donc on est à 27 800, mais on sent que on peut aller chercher plus haut. Vous voyez? Donc les marchés là, les altcoins là sont prêts à aller plus haut là. On va observer ça. PP lui est en souffrance, hein. Il corrige de plus en plus. Donc PP qui a une capitalisation de 507 millions. Bon, on verra ça plus tard. Mais voilà. On va s'attarder après sur le Bitcoin et Ripple surtout. Donc, le géant de stablecoin Tether va extraire du Bitcoin en Uruguay en utilisant des énergies renouvelables.
pas mal, pas mal. Tether avait promis qu'ils utiliseraient 15% de leurs bénéfices pour le Bitcoin. Voilà. Et là, ils vont extraire du Bitcoin pour extraire pour eux-mêmes. En gros, ils vont miner du Bitcoin pour créer du Bitcoin et se les approprier eux-mêmes et les garder dans leur trésorerie. Comme ça, ils seront backés non seulement par des actifs, par le dollar et peut-être d'autres actifs, mais surtout aussi par le Bitcoin. Et ça va renforcer le Tether. Vous voyez? Donc, c'est une très bonne idée de la part du Tether. Et Tether, vraiment, aujourd'hui, apparaît comme le leader des stablecoins devant l'USDC, loin en plus devant Circle USDC. Et voilà, et bah, le BUSD, Binance est en difficulté. Et après, il n'y a rien à l'horizon quasiment. Donc, pour le moment, Tether, il faut compter que sur Tether pour le moment. Aussi sur l'USDC, voilà, sur certaines plateformes, Coinbase, des choses comme ça. Mais en tout cas, Tether domine complètement. Et donc voilà, Tether se lance dans la production d'énergie et de minage de Bitcoin en Uruguay. Donc c'est bien en Uruguay qu'ils vont miner là-bas. Selon Ardonio, directeur technique de Tether, ce dispositif doit permettre à la société d'ouvrir la voie à un minage durable et responsable du Bitcoin. Donc une excellente initiative. Donc voilà, parce que Bitcoin c'est bon pour la planète, contrairement le minage et tout ça, l'exploitation minière, faire tourner les énergies renouvelables, ça contribue voilà, à une énergie plus verte, tout ça, et à une planète plus meilleure, on va dire. Donc très bien en tout cas. Voilà, Tether va produire de l'énergie, c'est de l'énergie verte. Donc vous voyez que voilà, et miner du Bitcoin en Uruguay. Cette nouvelle intervient après que Tether a déclaré que la société investirait jusqu'à 15% de ses bénéfices dans le BTC afin de renforcer ses réserves. Donc, très bien en tout cas par rapport à tout ça. Voilà, pour les cryptos, voilà, on va se concentrer sur Bitcoin. Le scénario est très aussi pour les cryptos, comme je viens de vous le dire. On a Hong Kong qui va commencer à s'ouvrir aux particuliers le 1er juin, donc après-demain. Donc la Chine, on va dire, à travers Hong Kong qui s'ouvre à nouveau aux cryptos. Et là, on va avoir dès le 1er juin des négociations sur le marché chinois. Et on va voir comment le marché va réagir. Donc voilà. Et c'est la principale information qui fait que les marchés crypto sont très bullish. Donc on va voir. On attend ça avec impatience. Pour le Bitcoin, bon, vous voyez, les mots là, on peut s'attarder sur le mois de juin. On ne sait pas. Là, pour le moment... bon, tout ça, c'est un peu aléatoire. Je sais pas qu'est-ce qui se passera au mois de juin. Mais il se pourrait qu'on ait du vert. On verra. Mais bon, ça, c'est du aléatoire. Là, vous avez, historiquement, depuis 2013, il montre par rapport au Bitcoin, là, qu'est-ce qui se passe. Donc là, vous voyez, je vais vous laisser cette image-là. Moi, je vais la garder, je vais l'étudier. Et on verra. Mais après, voilà. Le passé ne reflète pas le futur. Enfin, voilà, c'est un peu aléatoire. Moi, j'aime pas trop m'attarder sur... Voilà, c'est pas parce que historiquement, en juin, il a performé que cette fois, il va performer. Enfin, voilà. Mais, voilà, je vous laisse cette image, je vous l'ai partagée. Vous pouvez le retrouver sur mon Twitter. Vous me direz en tout cas. En tout cas... Ce qu'on voit à court terme, c'est que ici, Bitcoin a brisé la tendance baissière. Donc, vous voyez que il mettrait des traits, à chaque fois des pics, mais qui étaient de plus en plus bas là. On descendait, et cette fois, vous voyez qu'on a cassé le pic le plus bas là. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'on a arrêté de descendre. Et là, on a une bonne... le Bitcoin là a bien performé là. Et donc, là, c'est très intéressant ce qui se passe là. Ici, vous voyez, on était dans un range... On est toujours dans un range baissier là, mais avec le fort pump là, du Bitcoin là, vous voyez que là, on n'est plus très loin de casser à la hausse là, la barre blanche du haut là, et aller plus haut. Donc sous peu, soit le plafond de la dette américaine, on a plusieurs narratifs qui peuvent nous ça, soit ils ne trouvent pas d'accord sur le plafond de la dette américaine, et la cataclysme, et ça pourrait faire exploser le Bitcoin, parce que les marchés vont s'effondrer, boursiers américains, enfin voilà. Ou soit peut-être ce qui va se passer à Hong Kong là, l'ouverture des négociations, ça a apporté énormément d'investisseurs chinois surtout, voilà, et des millionnaires en Chine, des grosses fortunes en Chine vont pouvoir peut-être bien mieux s'exposer. Et surtout que, je le rappelle, la Chine, elle, est dans un autre timing. Eux, ils peuvent se permettre un peu plus de dépenser parce que
ont déjà ressorti la planche à billets. Donc, ça peut être ce narratif, à voir. Peut-être que ça peut être un autre narratif où la Fed dirait qu'ils augmentent pas, ou il faut une pause sur les taux. Voilà, il peut se passer plein de trucs. Mais en tout cas, on n'est plus très loin là. On verra en tout cas. Même les volumes soutiennent. Vous voyez ici. Les volumes ici sont en train de repasser, on va dire, bientôt en territoire, on va dire, vert. Vous voyez. Donc, à voir en tout cas. Ça, c'est très intéressant. Donc, tac, tac, tac. Je vous le fais en rapide. Hein, parce que bon, c'est... voilà. Mais pourtant, j'ai cherché des charts techniques plutôt baissiers, mais j'en trouve pas. Hein. Donc voilà, hein, ici, à gauche, vous avez 2023 là, à gauche. Et en 2013, regardez, c'est à peu près les mêmes scénarios. Et ensuite, en 2013, qu'est-ce qu'on a eu? Une explosion. Et là, regardez, on est au point là de casser à la hausse le triangle là, le triangle jaune. Vous voyez? Et là, si on casse à la hausse, on pourrait avoir le même scénario qu'en 2013 et ensuite rebondir légèrement et exploser rapidement. Donc ça, c'est comme en 2013. Mais on est très loin de cette phase. Mais un scénario où les États-Unis tomberaient en défaut de paiement, ou voilà, ou la Chine qui peut relancer le bull run, ou même un autre scénario, Ripple, tiens. Et on va aller sur Ripple. Ripple qui annoncerait sa victoire contre la SEC pourrait en fait alimenter ce scénario aussi. Donc il y a plein de scénarios, hein. Franchement voilà. Et regardez un autre point intéressant, on rebondit pile poil sur la longue trend, enfin la courbe la plus importante, hein. C'est la EMA 200. Ou la SMA 200. Donc ça, c'est vraiment la courbe à horizon long terme qu'il ne faut pas franchir à la baisse. Et là, vous voyez que parfaitement, on rebondit dessus. Donc ça, c'est pas mal. Hein. Vraiment, ça, c'est très, très bullish pour la suite. Vous voyez ici, là. Donc là, on est dans une zone importante. Hein. Si vous regardez ici, je vais vous sélectionner ça. Ouais, on est déjà dessus. Vous voyez que ici, regardez, tout s'entrecroise. Hein. Là, dans la zone blanche, là, le rond blanc, là, regardez, vous avez la SMA 50. Alors, je ne sais plus c'est la combien. Mais en tout cas, vous avez un croisement là qui a l'air d'être un croisement bullish. Et on y est dedans là. Hein. Franchement, les gars, la SMA, on rebondit sur la SMA 200. Et voilà, vous avez la courbe rose aussi là. Je crois que c'est la SMA 50. Mais le croisement là peut avoir un impact et faire exploser les cryptos. Hein. Après, peut-être qu'il va nous falloir un catalyseur. Mais en tout cas, vous voyez que c'est très très bullish. Hein. Très très bullish tout ça. Donc, vous voyez qu'on est en phase montante. Hein. Et regardez ce qu'on est sur le point de faire peut-être. Une The Basic Pattern. Donc, on peut avoir la The Basic Pattern. Donc, là, on est en train de faire la Basic Pattern. Et on est en train de remonter maintenant. Donc, on verra. On est en constante montée hein, quand vous le regardez. C'est juste qu'on a des cycles haussiers et baissiers. Mais sinon, de manière générale, on est en constante montée. Donc, c'est toujours la même chose. Hein. Vous voyez, beer 1, beer 2, ensuite boule 1, boule 2, beer 1, boule 2. Donc là, regardez. Là, on a fait le beer 1 et le beer 2 ici, là. Beer 1, c'est quand on est baissier, mais le rouge, là. Ensuite, beer 2, c'est la longue baisse qui dure 1 an, là. Et là, c'est en bleu, là. Maintenant, on est dans boule 1. Et maintenant, là, on est sur le point de passer au boule 2. Et regardez, boule 2, en général, c'est bon, c'est transparent. Enfin, c'est noir ou transparent, comme vous le voulez. Mais ouais, on va dire que c'est le noir, là. C'est le coloris noir. Et là, c'est ce qu'on s'apprête à dessiner. Là, on s'apprête à aller sur le boule 2. Et le boule 2, c'est le bull run, en fait. C'est le vrai bull run. Donc, on a la phase de retournement. Voilà, ça, c'est le boule 1. Et ensuite, le bull run, c'est le boule 2. Et là, on s'en vient. Et ça va durer normalement jusqu'en 2025. Vous voyez? Ou fin 2025. Donc, pareil à tout ça. Hein. Et tout ça, c'est très bullish. Hein. Regardez ici aussi, les symétriques, les choses comme ça. Voilà, on est dans la zone jaune là, mais on va certainement accompagner la zone pointillée là. Vous voyez? La zone pointillée là, on rebondit dessus justement, comme on a rebondi sur la SMA 200. Donc voilà, hein, vraiment, techniquement, tous les indicateurs montrent qu'on est paré là, à moyen, long terme là, pour aller plus haut. Sur le court terme, ça peut corriger un peu, sur ici, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine. Mais voilà, sur le long terme, ça va beaucoup, beaucoup plus haut. Et regardez sur la RSI aussi, on a rebondi.
Les dernières fois, regardez on était dans la zone jaune là, qu'on avait rebondi, regardez ce qui s'était passé. On était passé au-dessus des pointillés du haut là. Donc voilà, hein, c'est pas moi qui le veux, mais moi-même qui suis on va dire un permaboule, je suis toujours positif. Mais là, franchement, techniquement, tout est parfait. Hein. On est dans les scénarios parfaits voilà, pour monter là. Donc à plus long terme, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? À plus long terme, on pourra avoir le marché qui fasse ce dessin. Et regardez, ça nous ramènerait à des plus hauts 2025, hein, comme je vous l'ai dit. Donc on verra où on en sera d'ici là. Mais voilà, on peut monter, corriger, aller chercher plus haut. Bon là, 2025, on irait chercher les 75 000, j'y crois pas trop. Hein. Peut-être avant, mais bon. On verra, mais je pense que d'ici au plus haut du prochain bull run, on sera à plus de 100K. Donc on verra d'ici là. Là, on est encore assez bas. À voir en tout cas. Alors, et regardez bien le hash rate. Dites-vous que le hash rate a battu des records. Et le taux de hachage est devenu parabolique depuis l'interdiction de la Chine. Hein. Depuis, regardez, c'était à ce niveau-là. Quand la Chine, en fait, regardez. Quand la Chine a banni le Bitcoin, le hash rate a complètement chuté là. Vous vous souvenez de cette période-là? C'est de là quand la flèche rouge là, quand ils ont banni. Regardez, on était bien retombé. Mais depuis qu'ils ont banni, regardez comment c'était parabolique pour le hash rate. Donc vous voyez que le réseau du Bitcoin a pas mal été miné. Enfin, voilà, la puissance de calcul a pas mal été utilisée. Ça prouve que le Bitcoin était utilisé. Et là, regardez, maintenant, la Chine, depuis qu'elle a banni, vous voyez que c'était en pente montante. Et la Chine, elle recommence à rentrer dans la danse depuis qu'elle avait extrait. Donc ça va encore plus hyper le hash rate. Ça va encore pousser le hash rate à des niveaux encore plus élevés que ce qui sont là. Donc là, ça va vraiment être rectiligne. Hein. Ça va vraiment monter. Donc la Chine, il semble maintenant que la Chine assouplisse les restrictions sur le Bitcoin, en commençant par Hong Kong. Donc imaginez-vous que la Chine maintenant, bon, pour l'instant, il ne faut pas trop s'enflammer. Ils ont juste ouvert le commerce des cryptos. Voilà. Et il y a quelques projets qui s'installent à Hong Kong, tout ça. Hong Kong est très favorable et la Chine soutient cette initiative blockchain, tout ça. Et le métaverse, tout ça. Mais pour ce qui est de miner, pour le moment, la Chine a toujours interdit. Pour le moment, on ne peut toujours pas miner. Mais la Chine, comme elle se réouvre, il se pourrait qu'elle recommence. Et surtout que Bitcoin, on voit que ça peut être miné pour l'énergie verte et tout ça. Ça va peut-être donner des idées à la Chine. Donc, très intéressant tout ça. Donc voilà pour le Bitcoin et son prix. Là, juste quelques actualités, on va rester là. Pardon. On est à 52 minutes de vidéo. Comme je vous l'avais dit, hein, 1 heure. Hein. Donc accrochez-vous, hein. C'est vrai que c'est très intense pour mes vidéos. Donc bon courage à ceux qui verront tout. Mais après, j'enchaîne les informations. Donc peut-être que pour certains, vous voyez pas, ça peut passer vite. Donc les ordinals permettra désormais aux utilisateurs de migrer leur NFT ERC21 basé sur Ethereum vers la blockchain Bitcoin. Donc avec le lancement de la norme BRC 720. Donc là, ce que je suis en train de voir là, c'est que le réseau du Bitcoin là est en train de plomber Ethereum par rapport au NFT. Donc une initiative lancée conjointement par Ordinals et la collection de NFT Miladies. Donc là, surtout quand je vois, je vais vous montrer, mais quand je vois, je vais aller sur CryptoSlam là, vous montrer. Alors, CryptoSlam c'est où? Voilà. Quand je regarde, regardez, hein, le réseau, le Bitcoin là déjà a effacé Solana. Que régulièrement c'était Ethereum, le grand dominant, et Solana qui était derrière. Mais là, Bitcoin là a complètement s'est installé complètement à deuxième place. Et en plus, Titi Ethereum déjà. Donc quand on regarde les collections NFT, bon là c'est un peu rebaissé. Hein. Avant-hier, c'était cette collection là qui était au devant là. Bon là, Ethereum est repassé devant. Mais on voit que, vous voyez, regardez, il y a un mélange de collections Ethereum et Bitcoin maintenant. Et c'est que le début. Hein. Et là, Bitcoin, à travers les ordinals, vraiment, sont en train de s'imposer. Et je pense que plus le temps va passer, avec l'aide du Lightning Network et d'autres solutions plus évolutives, je pense que les ordinals vont complètement dépasser moi et même venir prendre la place
Donc attention. Hein. Et moi, le projet Ordinals, là, je pense que je vais mettre un billet dessus. Hein. Ça va être un de mes investissements parce que je pense que vraiment le futur s'inscrit avec les Ordinals. Donc à voir. Donc voilà, on va clôturer par XRP et en finir là. Après, j'aurai peut-être une ou deux actualités. Donc Ripple, vous voyez, c'est rectiligne. Hein. Regardez le pump qu'il y a eu. Incroyable. Hein. Donc Ripple, je pense que c'est pas fini. Hein. Ça va aller plus haut. Bon, là, ça va corriger peut-être un peu. Ça va revenir au niveau des 0,49 peut-être. Voilà. Avant de repartir plus haut. Mais on sent qu'il y a un engouement. Et c'est non seulement Ripple peut gagner bientôt face à la SEC, mais Ripple noue des partenariats assez énormes. Hein. Je crois que je les ai pas mis même dans cette vidéo. Mais c'est assez impressionnant les partenariats qu'ils ont. Donc voilà. Là, il parle même d'un... On s'approche peut-être des 0,60 hein, sur Ripple. Donc voilà, l'activité est en forte hausse. Tac, tac, tac. Est-ce qu'il y a des nouvelles par rapport à ça? Prévision de prix. Donc non, ici, il parle que du prix. Donc on va pas s'attarder sur ça. Voilà, Ripple, on va voir celle-là. A bondi hein, de 86%. Est-ce qu'ils vont parler... En gros, là, Ripple, ils ont signé... encore des partenariats. Enfin, j'aurais dû les passer, mais bon, après, ça va faire trop long. Mais bon, en tout cas, là, il souligne que c'est par rapport à la SEC, mais il n'y a pas que ça. Et là, la question se pose, hein. Même, est-ce que Ripple va pas dépasser la capitalisation boursière d'Ethereum? Je vais pas vous mentir, moi-même, j'ai un doute sur ça. Et vous savez que je dois faire un versus Ripple contre Bitcoin, mais il se pourrait que je fasse aussi ce versus-là, là. Ethereum contre Ripple. Donc ça, on va le couvrir. Alors là, pour le coup, Ethereum Ripple, c'est pas du tout... Quoique Ripple, là, est en train de s'élargir. Mais au vu de ce qui se passe, on va voir. Et ce duel aussi sera intéressant. Donc, est-ce que c'est... Dites-moi aussi en commentaire par rapport à ça. Est-ce que vous pensez que Ripple va surpasser Ethereum? Ouais, Ethereum. Donc là, on va aller directement... Qu'est-ce que je vais mettre? Ouais, le calculateur. Voyons voir où en est Ripple. XRP par rapport à Ethereum. Donc, pour que Ripple dépasse Ethereum, il faudrait qu'à partir de maintenant, ce sera un x8 hein, pour rejoindre la capitalisation d'Ethereum. Bon, entre-temps, Ethereum aussi va progresser, mais un x8 quand même hein, pour Ripple. C'est compliqué à dire. Il faudrait que tout se passe bien pour Ripple. Dans ce cas... parce que Ripple en soi a une valeur unique hein, quasiment. Les transferts de fonds internationaux, les CBDC, la norme CBDC de devenir le projet CBDC des États. Voilà, Ripple est très élargi. Ethereum quand même c'est une grosse bibliothèque hein, avec plusieurs services. Mais Ethereum a beaucoup de concurrents aussi. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucun concurrent n'a eu le niveau. Et même Ethereum se renforce avec ses layers 2 là. Bon, pour le moment, à ce jour, Ethereum a une marge d'avance incroyable. Donc, à voir. Mais la question pourra se poser. Si Ripple sort de victoire de la SEC et que Ripple obtient toutes ces... Parce que c'est très large. Hein, si Ripple obtient plusieurs états en tant que CBDC et tout ça, et s'élargit. Vous savez que Ripple, ils ont un contrat là, avec un partenariat pour l'immobilier tokenisé à Hong Kong, tout ça. Voilà. Et Ripple, contrairement à Ethereum... non, même pas contrairement, mais Ripple est vraiment décentralisé, hein, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Donc il y a un potentiel assez incroyable. Et Ripple est plus rapide à ce jour qu'Ethereum. Donc, si en plus Ripple s'élargit dans d'autres offres, voilà, pour moi, Ripple, c'est vraiment la banque de demain. Enfin, en tout cas, dans l'univers réel, par rapport aux devises des États, tout ça, même, j'ai l'impression que les États-Unis vont faire de Ripple leur principal projet pour le futur de leur économie, tout ça. Donc, il y a un énorme potentiel de croissance hein, sur Ripple. À voir en tout cas, mais c'est assez intéressant. Et donc ici, on voit un document officiel présenté par le Parlement britannique, preuve écrite par Ripple Labs. Les faits montrent que Ripple exploite un actif numérique connu sous le nom de XRP. Ripple utilise XRP et le registre XRP. Donc, et surtout, ce qu'il faut noter, XRP est indépendant de Ripple. Ouais, et surtout, le XRP Ledger est décentralisé. Donc Ripple est bien une plateforme décentralisée et aussi en plus rapide un petit peu. Donc à voir en tout cas.
Donc c'est intéressant. Donc lui, je sais pas, je vais le suivre. Hein. Il a l'air d'être assez connaisseur. Voilà par rapport à ça. Donc voilà, j'en ai fini avec ce live. Alors, qu'est-ce que je voulais montrer? Donc Bybit. Bybit qui, eux aussi, sortent du Canada, hein, du marché canadien. A annoncé qu'il quitterait le marché canadien dès le 31 mai, donc demain, en raison des récents développements réglementaires dans le pays. Voilà, il y a plusieurs exchanges hein, avant Bybit qui était parti du Canada, et là, un de plus. Ici, je voulais vous parler de Mex Global, c'est la dernière chose avant que je vous quitte. Je suis plus sur Gate.io. J'ai téléchargé Mex Global, donc ça faisait plusieurs mois que je suivais cette application. Ils ont un listing qui est plus conséquent même que Gate.io et KuCoin. Et en plus, en général, le cheminement des cryptos qui sont nouvellement listés, en général, ils sont d'abord sur Uniswap, sur les exchanges décentralisés. Ensuite, ils passent par Mex Global. Et ensuite, 2-3 semaines plus tard ou un mois plus tard, ils arrivent sur Gate.io ou KuCoin ou BitGate ou les trucs comme ça. Et j'ai téléchargé Mex Global, j'ai mis un peu de liquidité dessus pour tester. Et à ma grande surprise, l'application Mexc là est encore meilleure que Gate.io, bien plus simple. Et surtout, par exemple, même quand vous détenez des stablecoins, ils vous proposent directement, en fait, sur un clic, vous pouvez staker vos Tether ou vos bitcoins que vous possédez, ou Ripple, ou Ethereum, tout ça. Très simple. Et je le trouve encore plus simple que Gate.io. Donc, c'est assez incroyable. Et donc, Mexc devient mon exchange, en tout cas, favori. Et voilà. Apparemment, ils sont basés aux Seychelles, tout ça. J'ai pas fait de recherche hein, sur l'équipe derrière. Mais comme ça fait plusieurs mois, et je vois qu'ils sont assez solides. Hein. Donc, j'ai toute confiance en eux. Et j'ai décidé de passer mes fonds. Ils sont sécurisés, tout ça. Donc, ils ont toute la gamme là pour... si vous voulez mettre la sécurité, tout ça. Et le listing est plus conséquent hein, même que Gate.io. Et surtout, les cryptos arrivent d'abord sur Mexc et ensuite sur Gate.io. Et donc là, voilà, j'ai retrouvé toutes les cryptos. Il y a juste Ordinals, la crypto Ordi. Vous l'avez en perpétuel, donc en trading, mais pour le moment, pas en spot. C'est seulement celle-là d'une des cryptos qui m'intéresse, qui n'y est pas pour le moment, mais je pense que ça va arriver sous peu. Donc voilà, hein. Là, vous voyez, hein, même sur l'interface de ma vidéo, vous voyez que je recommande, en dessous de la miniature, là, sur l'écran que vous voyez, j'ai mis Revolut, aussi Gate.io. Mais Gate.io, je vais l'enlever, je vais le remplacer par Mexc à présent. Et ensuite, vous avez Trading 212, Realty, CoinLoan, pour le lending, tout ça. Voilà, c'est les plateformes que je recommande. Et là, vu que Mexc devient mon exchange... voilà, premier standard on va dire, je vais le passer à la place de Gate.io sur l'écran là, sur l'interface. Donc voilà, hein, on est à pile 1h02 de vidéo, assez longue. Donc je clôture et je la passe sur YouTube. Donc merci à tous pour ceux qui auraient regardé la vidéo jusqu'au bout. Félicitations à vous, hein, c'est très long quand même. Et merci à tous en tout cas. Poussez les commentaires comme d'hab. Mettez en commentaire un glaive, une armure, un bouclier ou des épées croisées, des signes de la Légion ou le 100, le chiffre 100 là avec les 2 traits. Voilà, n'importe quoi qui montre des signes de l'armée spartiate. Donc voilà, Spartiate, merci à tous, hein. Force à nous, hein. Allez, à plus.